Bonjour Raoul. Bonjour tout le monde. On a démarré un peu vite, donc j'étais en train justement de t'introduire pile poil. Tu es arrivé au bon moment. Donc j'expliquais, j'étais en train d'introduire justement le webinar d'aujourd'hui sur des sujets NetSuite et notamment autour des deux premiers bundles de B-Workshop. Et donc j'expliquais qu'on avait eu un heureux événement sur le partenariat NetSuite B-Workshop fin d'année dernière. Et donc j'allais te laisser la main pour que tu puisses en dire un petit mot. Parfait. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je suis Raoul Bras, je suis en charge de l'écosystème, donc des intégrateurs de l'application donc NetSuite. Pour la France, j'ai eu l'occasion également de faire le lancement pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie, avec aujourd'hui donc un plus grand focus sur la France. Mélanie vous parle en fait de ce niveau d'expertise. Il faut savoir que NetSuite en France, depuis le rachat d'Oracle, est réellement présent depuis cette année, depuis 7 ans, pardon. Et l'une des choses essentielles en dehors de la croissance année par année qu'on a sur le territoire français est d'apporter de plus en plus de valeur ajoutée et d'expertise pour nos clients finaux. Et pour ça, en fait, on a mis en place un certain nombre de certifications et des certifications qui sont graduelles. Il y a certains éditeurs qui vont vous parler donc par niveau de Gold, de Premium, etc. Nous, en fait, on a souhaité mettre en place des niveaux de badge, ou en tout cas de reconnaissance au niveau de la qualité d'expertise des intégrations et notamment par rapport à des certifications via l'obtention d'un badge expertise. Pour avoir ce badge expertise, en fait, ça demande un certain nombre d'efforts, on va dire, d'investissement assez conséquents pour l'intégrateur. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Europe, sur l'ensemble des 50-60 intégrateurs, seulement une quinzaine ont cette certification, qui est le plus gros degré de certification chez nous. Et je suis très heureux d'avoir pu travailler avec B-Workshop. Et B-Workshop a la chance d'avoir, grâce à leur investissement, d'avoir obtenu et d'être le premier intégrateur partenaire NetSuite en France à avoir ce niveau d'expertise. Donc, ce niveau d'expertise, en fait, il engage B-Workshop euh, pour avoir un minimum de consultants avec des certifications qui se font également chaque année. Ce n'est pas un badge qui va leur être alloué pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ce sont des certifications et des examens qui devront être repassés chaque année, qui assurent en tous les cas une expertise sur l'ensemble des dernières releases et surtout un niveau d'application de leader extrêmement fort. Si vous avez des questions autour de cette expertise, n'hésitez pas. Nous, en tout cas, on est très heureux, effectivement, d'avoir reçu ce badge et très heureux de pouvoir contribuer aussi, comme tu le disais, Raoul, bah, à ces certifications, à cette expertise pour pouvoir continuer de vous accompagner et d'être référencé en tant que partenaire sérieux et important aux côtés de NetSuite pour pouvoir vous délivrer des projets intéressants et puis sur lesquels on puisse s'appuyer ensuite pour pouvoir vous proposer ensuite un accompagnement et un partenariat long terme. Pour moi, pour finaliser mon intervention, ce qu'on peut dire, et puis c'est un petit clin d'œil à la France, euh, B-Workshop a été le premier partenaire français à obtenir le award du meilleur partenaire intégrateur de NetSuite. Ça, c'était il y a 3 ans. Et donc, ça a été quelque part, en général, c'était essentiellement les Anglais. Et là, j'étais très heureux euh, de pouvoir remettre ce prix donc, à B-Workshop, donc premier intégrateur français. Et également, vous êtes également le premier intégrateur français à obtenir ce niveau d'expertise avec cette certification. Donc, bravo B-Workshop. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ces mots positifs pour le début de la semaine. Et je vous propose de nous présenter, de présenter les intervenants qui vont participer à cette session. Peut-être Christophe, je te laisse la main. Oui, bonjour tout le monde. Christophe Baudelet, moi je suis responsable de l'innovation chez B-Workshop. Je suis aussi directeur de projet, donc j'accompagne certains clients dans la mise en place de NetSuite chez eux. Ça fait 6 ans maintenant que je suis chez B-Workshop et j'ai travaillé depuis 6 ans sur NetSuite avec des projets d'implémentation de divers et variés. Et en termes d'innovation, ce que vous allez voir aujourd'hui, l'équipe que je gère chez B-Workshop travaille sur ces sujets-là pour vous proposer de nouvelles solutions dans les années qui viennent.
Et donc pour moi-même, Mélanie, je suis commerciale chez Workshop. Ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans la société. J'ai commencé en tant que consultante solution sur NetSuite, donc outil que je connais bien maintenant. Et puis j'ai pris il y a 5 ans des fonctions commerciales et je suis maintenant responsable commerciale sur la BU NetSuite. Et donc c'est moi qui suis votre contact privilégié pour tout sujet, projet autour de NetSuite et donc de votre solution. Je serai aussi accompagnée par Julien qui a normalement sa caméra activée. Si tu veux te dire un mot, Julien, qui Mm. m'assistera sur la présentation de la facturage. Oui, bonjour à tous. Donc, Julien Brottier. J'ai rejoint un Workshop récemment. Moi, j'ai un parcours, on va dire, un peu découpé en deux dans ma carrière professionnelle où j'ai passé une dizaine d'années, une quinzaine d'années, pardon, sur des solutions IT et pour enfin rejoindre une direction financière d'une entreprise. Donc, mon rôle aujourd'hui chez Workshop, c'est d'être consultant métier sur toute la partie finance. Et donc, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'aller dans le vif du sujet et de vous expliquer aussi, ben, vous avez entendu parler de bundle. Aujourd'hui, on vous propose de gérer, en tout cas de traiter aujourd'hui les solutions d'affacturage et d'export de données au travers de bundles qui sont développés par Workshop. Et donc, c'est une stratégie de Workshop qu'on est aujourd'hui en train de monter, puisque bah, vous l'avez compris, maintenant, du NetSuite, on en fait depuis 2017. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on fait du NetSuite maintenant. On a aujourd'hui 33 clients qui sont inscrits et qui ont recours à notre TMA, dont vous faites peut-être partie. On a en 2024 facturé 57 clients sur NetSuite, et ce qui équivaut à 3060 jours uniquement sur une année. Donc évidemment, fort de cette expertise et fort des conversations qu'on peut avoir avec vous sur votre solution, on a souhaité ajouter certaines couches fonctionnelles qui pourraient être intéressantes pour vous. Et notamment, c'est pour ça qu'on va aujourd'hui vous parler de la partie affacturage et de la partie export de données. Je voudrais quand même vous présenter une roadmap. Et d'ailleurs, je vais laisser Christophe vous la présenter, puisque c'est la stratégie de Workshop pour les prochains mois, prochaines années, pour lancer des fonctionnalités supplémentaires sur NetSuite. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on va vous présenter les deux premières briques. Alors, les deux premières, non, parce qu'on a déjà développé le connecteur Esker pour connecter NetSuite à Esker, qui a été fait il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur des bundles qui vont pouvoir apporter à nos clients de la plus-value. Comme l'a dit Mélanie, c'est suite à toutes les discussions qu'on peut avoir, des sujets qui peuvent être récurrents, qui viennent nous apporter le contenu de cette roadmap. Donc les deux premiers qu'on va vous présenter aujourd'hui, BiExport et BiFactor, on ne va pas rentrer dans le détail. On a différents sujets qui vont arriver. BPay, ça va être une solution pour générer des paiements de façon massive dans NetSuite, donc sans contrainte de subsidiary ni de multi-compte bancaire. Ça va permettre de faciliter la génération de paiements depuis NetSuite. On va aussi travailler sur la partie donc BPay, ça va être assez rapide parce qu'on a déjà bien avancé sur ce sujet-là. On va travailler sur un bundle de lettrage à la française. On a déjà un set de customisation qu'on propose à nos différents clients, qu'on va étoffer avec des fonctionnalités complémentaires pour apporter plus de valeur à ce set de customisation. Et le dernier sujet qui est aujourd'hui dans notre roadmap concernera la gestion des clients douteux avec un bundle qui pourra arriver courant d'année prochaine sur ce sujet-là. Donc évidemment, des présentations s'en suivront, comme on le fait là aujourd'hui pour la partie export et la partie affacturage. Et donc, on serait ravis, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent déjà, de pouvoir en discuter en amont avec vous. Et puis par la suite, lorsqu'on présentera effectivement ces éléments, souvent, la plupart courant 2025 et BI 416 à voir pour 2025, mais ce sera peut-être en 2026 l'année prochaine. Je vous propose d'aller dans le vif du sujet et de commencer la session avec la partie affacturage, donc qui sera présentée par moi-même et par Julien. Et puis, on ira ensuite sur la partie export qui sera présentée par Christophe. Donc, l'affacturage, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Ça permet à une entreprise de transférer ses créances clients à une société d'affacturage, qu'on appelle aussi factor, pour récupérer immédiatement de la trésorerie. Donc, le factor, c'est souvent une banque ou un institut bancaire ou une
société qui est spécialisée dans l'affacturage. Donc, on retrouve des grands noms comme la BNP, la Société Générale, le Crédit Mutuel. Et en fait, ça fonctionne de telle manière que, évidemment, quand vous avez votre client, vous avez finalement une relation qui va être tripartite. Vous avez votre client, votre entreprise et le facteur. Le client va vous passer une commande, comme vous avez régulièrement, et puis vous allez lui envoyer la facture. Et puis, en troisième partie, donc ça va être la flèche 1 là, de l'écran. Et puis ensuite, vous allez pouvoir céder finalement des clients partiellement ou totalement à votre factor. Et donc, vous allez pouvoir transférer des factures directement au factor qui va lui-même s'occuper de la gestion du règlement et des relances si besoin. Donc, il peut aussi s'occuper de la gestion du recouvrement. En contrepartie, le facteur va lui financer finalement les créances clients en échange de garanties ou de commissions. Donc, il y a plusieurs typologies de facteurs, il y a plusieurs options en fonction des contrats que vous pouvez souscrire. On a des facteurs sur lesquels on a des notions de confidentialité. Donc, le client va être informé ou non qu'il doit payer sa créance au facteur, ou alors il n'est pas informé et finalement, c'est juste un échange de RIB qu'il va payer directement à la société, alors que c'est le RIB évidemment du facteur. On a aussi la possibilité, donc ce qu'on appelle l'affacturage déconsolidant, de transférer le risque d'impayé au facteur, donc ce qui permet en fait de décomptabiliser du poste client la décomptabilisation du poste client du bilan pour l'alléger et éventuellement améliorer les indicateurs et les états financiers en vue d'investissement ou purement d'analyse financière pour des groupes tiers qui auraient investi dans la société. Évidemment, en échange de tout ça, le facteur, c'est pas gratuit. On va payer des garanties, des frais et des garanties, donc qui sont des commissions pour avoir recours à ce facteur. Donc le facteur, ça permet plusieurs avantages, notamment plus de liberté pour l'entreprise, puisqu'en fait, on va pouvoir externaliser tout le poste client. Plus de souplesse aussi, parce que on aura les paiements sans avoir à attendre les différents délais et avoir à gérer tout ce recouvrement qui peut être très chronophage. Plus de sérénité aussi, puisqu'il y a une baisse de l'impact des délais de paiement sur le bilan. Et puis, c'est une offre qui est adaptée pour toutes les tailles d'entreprise et tous les secteurs d'activité. En France, l'affacturage, il est très présent. Il faut savoir que la France, c'est le deuxième pays qui l'utilise le plus au monde et le premier pays en Europe. Et il faut savoir aussi que l'affacturage, c'est pas géré généralement par les ERP. Donc, ça n'a rien à voir avec NetSuite. Finalement, c'est assez global. Il existe quelques solutions qui vont être dédiées, mais finalement, ça veut dire ajouter à votre cartographie cible un outil en plus qui serait éventuellement à connecter avec votre outil actuel NetSuite. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on est parti sur un bundle, donc on va dire une couche fonctionnelle supplémentaire qui nous permettra de suivre vos schémas comptables pour gérer l'affacturage au sein de NetSuite. Et donc, je vais laisser Julien présenter ce bundle. Oui, merci Mélanie. Donc effectivement, on a schématisé un peu ce bundle sur cette slide. Donc rapidement, en termes de légende, tout ce qui va être un petit peu hexagonal et bleu foncé, c'est du transactionnel. C'est-à-dire que c'est des actions qu'on fait directement sur NetSuite en transactionnel. Et tout ce qui est arrondi et bleu un peu plus clair, c'est des écritures d'OD, donc directement en GL. Donc tout d'abord, donc Mélanie l'a expliqué, on va céder des factures au factor, donc partiellement ou totalement en fonction des clients et en fonction du contrat qu'on va avoir. Donc là, aujourd'hui dans NetSuite, ce qu'on a mis en place, c'est la possibilité d'identifier bien sûr les clients qu'on va céder au factor. Ça, c'est la première case. Donc dès qu'on émet une facture au client, quand on a terminé notre campagne de facturation, par exemple sur une semaine, on va générer un fichier qu'on va pouvoir transmettre au facteur. Donc ça, c'est un écran qui a été mis en place où derrière, il y a un certain nombre de paramétrages et derrière, on va cliquer juste sur un bouton et ça va nous générer un fichier qu'on va pouvoir déposer sur le facteur pour lui envoyer la liste des factures qu'on souhaite céder. Ce fichier, aujourd'hui, on l'a développé en format TXT, mais ça peut très bien s'imaginer en CSV, par exemple. Là, c'est vraiment en fonction des contraintes qu'on va avoir, des contraintes techniques qu'on va avoir auprès de notre factor. En même temps qu'on a fait la génération de ce fichier, on va nous passer directement une écriture d'OD dans la comptabilité pour dire la somme qu'on a cédée au factor. En deuxième étape,
on va avoir la réception des fonds du facteur. Donc, on a fait notre session, on a dit au facteur, voilà, il y a X factures qu'on souhaite céder. Et derrière, lui, en retour, il nous envoie une quantité de cash qu'on va recevoir directement dans NetSuite et qu'on va pouvoir rapprocher du coup dans notre rapprochement bancaire. Il y a une écriture d'OD d'encaissement banque. Derrière, cette somme d'argent va être déduit les commissions. Souvent, c'est comme ça. On déduit effectivement les commissions directement. Ces commissions, on va les comptabiliser dans NetSuite via une facture fournisseur, tout simplement. Donc ça, on utilise vraiment le bloc de facture de fournisseur dans NetSuite pour comptabiliser cette charge. Et enfin, on va passer une écriture d'OD pour le dépôt de garantie. Dernière étape, le client paye au facteur. Donc le client soit paye au facteur, soit nous paye directement en fonction du contrat qu'on a avec le facteur. Ça, Mélanie l'a décrit tout à l'heure. Mais le principe va rester le même. Donc nous, derrière, dans NetSuite, on va déclarer effectivement les factures qui ont été payées. Ça va passer une écriture d'encaissement des créances clients, assez classiquement, sauf que derrière, en fait, les comptes ne sont pas tout à fait les mêmes que sur un client qui n'est pas cédé au facteur. Et enfin, on va passer une dernière écriture d'OD pour solder notre compte de facteur. Donc voilà un peu la schématisation de toutes les écritures comptables qu'on a. En plus de ces différents éléments, on a développé une balance AG dédiée sur les factures cédées au facteur qui nous permet de cadrer effectivement notre compte. Alors, je vais dire le nom du compte, souvent c'est le compte 412 pour le compte du facteur. Mais voilà, donc on a un rapport dédié à ça qui nous permet de bien cadrer et de suivre les factures qu'on a cédées au facteur. Voilà pour tout le schéma comptable. Merci Julien. Moi, je vais continuer avec un petit résumé finalement sur ce bundle à facturage avec les plus évidemment du bundle. Donc, comme l'a expliqué Julien, on a vraiment l'identification des clients qui sont cédés au facteur. Donc ça, on l'a directement dans NetSuite. On va aussi avoir la génération automatique du fichier. Julien aussi l'a bien expliqué. Donc c'est ça clairement qui est clé dans ce bundle puisque vous allez pouvoir le générer en automatique et il va pouvoir être envoyé via le format attendu par votre facteur pour justement gérer les créances clients qui doivent être cédées au facteur. Vous allez avoir le cadrage des comptes 412 et 467, comme l'a suggéré Julien, le suivi de toutes les factures qui ont été cédées et surtout, en termes de report, une balance AG par client qui a été cédé au facteur. En termes de roadmap d'évolution, puisque vous l'avez compris, alors déjà, il s'agit d'un bundle qui est nouveau. Ensuite, dans le cadre de la stratégie de roadmap qu'on vous a présentée au début, évidemment, on est là pour essayer d'apporter des améliorations. D'ores et déjà, on y pense à ce bundle. Donc, nous avons prévu dans la roadmap d'évolution une gestion du facteur à la facture. Aujourd'hui, on cède entièrement un client au facteur et on sait en fonction des contrats que vous avez avec votre facteur que cela peut se faire aussi à la facture. Donc c'est une amélioration qu'on a prévu d'intégrer au bundle. On a aussi l'envoi des PDF factures sous-traitées au facteur. Donc ça, vous voyez bien dans votre solution NetSuite pouvoir envoyer un groupe de PDF des factures qui sont sous-traitées directement au facteur. On aimerait aussi intégrer, donc ça c'est une étape clé qui serait vraiment importante, la redescente du fichier de suivi des paiements du facteur. Donc en fait le suivi de tous les impayés et le suivi des créances que le facteur lui enregistre, pouvoir le redescendre sous le format du facteur directement dans NetSuite. Et puis ensuite, une notion qui peut être aussi intéressante, c'est la demande d'agrément, qui là, finalement, on est plutôt dans la phase de contractualisation. Quand vous décidez de contractualiser avec un facteur, il va on va devoir faire une demande d'agrément pour savoir si nos clients peuvent être cédés, si les factures peuvent être cédées. Donc, certains facteurs font on va dire des enquêtes pour analyser les clients et le recouvrement qui serait à gérer. Et cette demande d'agrément aussi pourrait être partie intégrante du bundle, ce qui vous permettra d'envoyer un template de mail avec une gestion des refus, par exemple. Le sujet du facteur s'arrête là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'aller directement ensuite sur le sujet de l'export, le bundle export. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et sinon, on y reviendra en fin de session, puisqu'on aura 10-15 minutes pour pouvoir adresser vos questions sur ce bundle. Christophe, je te laisse la main sur l'export.
Oui, du coup, on va parler un petit peu. Donc là, c'est un sujet un peu plus technique. L'idée, c'est de faciliter l'export de données depuis NetSuite vers différentes solutions. Donc là, le principe de base de la mise en place de ce bundle, c'était effectivement les discussions avec nos différents clients qui nous demandent souvent comment on peut faire pour exporter de la donnée depuis NetSuite dans un format CSV pour pouvoir l'exploiter après sous Excel ou pouvoir l'exploiter avec d'autres systèmes sans avoir à chaque fois à redévelopper des connexions point à point ou d'utiliser des solutions tierces qui nous permettraient de faire ça. Donc là, on est parti du principe que c'était un besoin qui pouvait être rendu assez générique et qui pourrait permettre de répondre à des utilisations assez simples chez les clients, de pouvoir exporter des rapports, donc des rapports de type self-search par exemple, au format CSV, ou même des rapports qui sont construits sous suite analytique, donc des datasets ou des workbooks qui permettent d'obtenir des informations un peu plus complètes. Et les solutions d'export ont été doubles. Dans un premier temps, exportées par mail. Si on veut communiquer un rapport à une équipe en particulier de façon régulière ou pas, ou de façon ponctuelle, on peut choisir des destinataires par mail et on obtient les fichiers directement attachés au mail. Ou si on veut obtenir ça sous forme de fichiers sous file cabinet pour ensuite être exploité dans d'autres process directement depuis NetSuite, on a aussi la possibilité de faire ces exports et de les envoyer directement dans un répertoire du file cabinet pour ensuite être exploité. Donc voilà les différents use cases qu'on a pu rencontrer typiquement sur les workbooks. Aujourd'hui, un workbook tient compte des rôles des utilisateurs. Dans certains cas, sans avoir à vouloir changer tous les rôles de tout le monde, la volonté de pouvoir exporter de la donnée à un groupe d'utilisateurs. Donc on est capable, à travers ce système-là, d'exporter les contenus d'un workbook sans limitation de périmètre. Envoyer des récapitulatifs de vente à des clients, on serait capable de paramétrer des rapports qui envoient automatiquement le récapitulatif de toutes les ventes qui ont été faites sur une période donnée et qui soient envoyés directement aux clients finaux ou exporter de la donnée de façon régulière. Donc on est capable de scheduler les reports pour pouvoir les envoyer de façon régulière, soit sur un répertoire, soit par mail, en vue d'une utilisation par un tiers ou par une application externe. Donc voilà le principe général de fonctionnement. Aujourd'hui, les sources de données qui sont proposées dans ce bundle sont les Safe Search, qui est du coup un élément important dans NetSuite pour notre travail au quotidien. Les workbooks de Suite Analytique. Donc dans Suite Analytique, il y a les datasets et les workbooks, qui sont la dernière étape du module Suite Analytique. Aujourd'hui, les workbooks sont gérés, les datasets pas encore, mais ça fera partie des évolutions. Et le Suite QL, qui nous permet là d'être un peu plus flexible dans tout ce qu'on veut récupérer depuis NetSuite, parce qu'on est capable de faire à peu près toutes les jointures qu'on a envie de faire pour pouvoir exporter de la donnée. On passe à la suite. Donc, avant de vous montrer une petite la façon dont ça se configure dans NetSuite, donc les avantages d'un module comme BeReport. Donc, le premier, c'est de pouvoir faire une campagne de test. Donc, quand on est en train de paramétrer une requête, SuiteQL ou peu importe la source du rapport, on est capable de venir mettre un mode de test qui nous permet d'envoyer le fichier uniquement à nous et de valider que le fonctionnement est correct. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a prévu parce que comme vous travaillez en production sur les données de production, vous permettre de limiter l'envoi. Un peu le même mode de fonctionnement que la Sandbox qui n'envoie pas de mail vers les clients finaux. Quand on crée un report dans le bundle, on est capable du coup de le lancer une fois au moment de la création du rapport ou de le relancer à la demande. Donc si jamais on a paramétré un premier rapport et qu'on souhaite l'envoyer une fois de temps en temps, on est capable de le relancer à la demande. On est aussi capable de le scheduler en utilisant le scheduler natif de NetSuite. Donc au même titre que tous les éléments qu'on va paramétrer de façon récurrente, on peut scheduler l'envoi des rapports à la demi-heure, donc si on a envie de reporter des données de façon régulière. Et la totalité de ce fonctionnement est orchestrée par les workflows. Donc, on est toujours dans le standard NetSuite, que ce soit pour la facturage ou pour les reports. En fait, on a développé on a utilisé que des briques standard NetSuite
pour être le plus en adéquation avec la philosophie de NetSuite et notamment la stratégie de montée de version régulière qui permettront à ces bundles-là de continuer à vivre dans le temps sans avoir à être mis à jour à chaque montée de version. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation standard des fonctionnalités NetSuite, donc des workflows, des scripts standards et des records qui sont aussi standards dans NetSuite. Comme pour la facturage, on a déjà des évolutions qui sont prévues. Donc là, aujourd'hui, je vous le montrerai, mais on envoie un mail avec un corps de message qui est très simple. Le but était d'envoyer le fichier par mail. Donc, dans une évolution, ce sera la possibilité d'utiliser un template de mail ou de pouvoir rédiger directement le contenu du mail, comme on peut le voir sur d'autres écrans NetSuite. La gestion de dataset dont j'ai parlé. Pouvoir gérer aussi sur les destinataires de mail, de pouvoir gérer aussi des personnes en copie et non pas en destinataire des mails. Aujourd'hui, les personnes qu'on sélectionne dans les listes sont des destinataires du mail. Et aussi pouvoir gérer des groupes d'envoi. Donc, si aujourd'hui on a un rapport qui concerne plusieurs fournisseurs, par exemple, et on veut envoyer un état des commandes par fournisseur, il faut paramétrer plusieurs rapports. Et donc là, l'évolution serait de pouvoir avoir un seul rapport et automatiquement, il splitterait l'envoi du rapport par fournisseur, donc en paramétrant le champ qui servirait de pivot pour la création du groupe. Donc voilà pour les évolutions qui sont dans la roadmap de ce bundle. Est-ce qu'on a l'occasion d'en voir un peu plus sur le bundle? Exactement. Je vais prendre la main sur le partage pour vous montrer un petit peu comment ça se déroule dans NetSuite. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Du coup, j'ai paramétré 2 rapports. Alors, j'ai triché un peu parce que je les ai générés juste avant le webinar. Donc, le paramétrage se passe dans 2 records NetSuite. Donc, on a un premier record dans lequel on va venir définir finalement le périmètre d'éligibilité du module. Donc là, on part du principe que toutes les self-search, tous les rapports et toutes les requêtes SQL ne seraient pas éligibles à l'export. Pour la simple et bonne raison que si jamais il y a des incohérences dans le rapport, on ne veut pas que ça génère d'erreurs derrière. Et aussi pour une question de droit, ce qui permettrait aussi de limiter les personnes qui pourraient venir configurer des rapports. Donc là, quand on vient créer un rapport, donc bon, j'en ai créé 2, je vais vous les montrer, mais de façon assez basique. On va venir définir le nom du rapport en question, le type de rapport qu'on veut faire, donc workbook, self-search, SQL. Et dans le cadre des workbooks et des self-search, il faut qu'on sache l'ID du rapport envoyé, donc de l'ID de la self-search. Donc on vient mettre dans la partie record ID. Dans le cas du suite QL, on a la possibilité de venir sélectionner une requête SQL pour venir faire l'export de données, choisir le périmètre de données. C'est pareil, on a mis une limitation sur cette possibilité-là, parce que ça nécessite du coup des petites connaissances en requêtage SQL. Et pour éviter que toutes les personnes puissent venir mettre à jour une requête SQL et éventuellement créer des problèmes dans l'utilisation, ce champ-là n'est accessible qu'aux personnes qui sont administrateurs de la solution. Et donc, ça obligera les utilisateurs à passer par l'administrateur pour venir saisir la requête SQL qui pourrait être testée comme en amont de l'export. La petite case à cocher qui est disponible ici, dans NetSuite, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de sujets sont liés à des listes. Donc, dans NetSuite, par défaut, quand on exporte une self-search, les informations sont exportées sous forme d'ID aussi. Donc, par exemple, les currency, on va avoir l'ID 2 pour l'euro ou l'ID 1 pour l'euro, peu importe. Ce qui n'est pas très parlant dans le cadre d'une exploitation pour des clients finaux ou même pour des utilisateurs finaux. Donc, on a la possibilité de venir cocher la case pour exporter non plus l'ID de la valeur, mais le nom de la valeur. Donc ça, c'est un paramétrage qu'on fait
pour le rapport, ça dépend du coup de l'utilisation. Si c'est pour un logiciel, un ID, c'est plutôt une bonne pratique. Et quand c'est pour des utilisateurs, il est plus intéressant d'avoir les valeurs. Donc là, si j'en prends une, sur SwiftQL, donc j'ai paramétré donc, le nom. Le record ID dans le cadre du SwiftQL n'est pas très important, donc c'est juste un label, le type de données, et ensuite on met la requête qu'on a envie. Donc là, j'ai mis une requête un peu simple, récupérer les 10 dernières PO qui ont été émises, avec peu d'informations, mais par contre, à cet endroit-là, on est quand même capable de générer des requêtes assez complexes. Le champ est limité à plusieurs milliers de caractères, donc on a largement quoi faire des requêtes très complexes. Une fois qu'on a paramétré les rapports qui sont éligibles, c'est pas celui-là, qui sont éligibles à l'export, on a un deuxième écran à configurer, donc c'est un deuxième record dans NetSuite qui là va permettre de définir la destination du rapport. Donc j'ai pris, on va les regarder les deux. Donc quand on est quand on veut créer un nouveau rapport, donc on a plusieurs possibilités. Donc là, l'export a été prévu d'être fait en envoi mail. On peut choisir la personne qui va expédier le mail, donc dans la liste des personnes qui sont créées dans l'environnement. Le proof mode, c'est le mail. Du coup, le mail va m'envoyer à moi. Si jamais je décoche, je suis capable de venir sélectionner les destinataires. Et là, dans les destinataires, on vient sélectionner soit les employés qui sont créés dans l'environnement, soit les clients qui sont créés dans l'environnement, soit les fournisseurs qui sont créés dans l'environnement. Donc là, on est limité au référentiel de données de l'environnement NetSuite. Ensuite, les autres options de cet écran, c'est est-ce que c'est un export schedulé? Donc là, on va ensuite débrayer vers un troisième écran qui va nous permettre de choisir la fréquence d'export ou l'export vers le file cabinet, ce qui là nous permet d'indiquer le répertoire vers lequel on veut transférer l'export. Et la petite information que je n'ai pas donnée, c'est ici, Record to Report, c'est la liste qui va nous permettre de choisir parmi les rapports qu'on a préconfigurés au préalable, celui qu'on veut configurer. Donc là, une fois qu'on a fait ce paramétrage, donc là c'est par mail, on est capable de venir envoyer le mail finalement. Enfin, là, une fois qu'on sauvegarde le record ou qu'on rappuie sur le bouton Send Again, du coup il y a un mail qui va être envoyé. Et du coup, hop, on reçoit ce type de message depuis NetSuite avec le fichier Excel, le fichier CSV qui a été généré avec les informations qui ont été reçues. Et du coup, le fichier CSV, il reprend les informations qui sont contenues dans la Safe Search. Si dans la search, vous avez utilisé des labels spécifiques, vous allez retrouver les labels spécifiques en colonne. Donc ça vous permet de configurer en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et si je prends le deuxième cas de figure, donc là j'en ai fait un autre, donc celui sur SwiftQL. Celui-ci, donc je l'ai configuré pour aller exporter vers le file cabinet. Donc là, on indique l'ID du folder vers lequel le fichier est déployé. Et dans le file cabinet, donc si on vient au file cabinet depuis le début, donc là j'ai créé un répertoire BiExport avec l'ID 1819, donc c'est cette ID qu'on configure dans l'export. Et du coup, on se retrouve avec un fichier qui est généré, qui reprend le nom du report qui est utilisé, et donc le contenu est celui qu'on a choisi. Bon, si on l'ouvre, ça va être la même chose. Voilà. Donc là, dans ma requête SQL, j'ai pas libellé les colonnes, donc du coup, j'ai les noms techniques des colonnes. Mais on peut bien évidemment gérer le label du colonne directement SQL pour avoir des labels plus parlants. Donc voilà pour les différents cas d'utilisation du bundle. Donc c'est assez simple. Et ensuite, ce rapport-là, celui-là, si jamais je le réédite et je le schedule, hop, comme ça on aura fait la totalité. Ah bah non, il ne me redébranche pas vers l'écran. Ah bah j'aurais pas dû faire cette démo. T'as voulu aller trop loin. Et oui. Un cran plus loin.
Et bah, Non, du mais coup, je pense que c'est déjà une bonne illustration. je vous le montrerai pas, mais bon, on arrive sur l'écran standard de déploiement de déploiement qui nous permet de venir sélectionner la fréquence, éventuellement la date de fin d'export du fichier. On a une question là juste avant de ce que je vois on a un peu de temps. Est-ce que le nom du fichier généré est-ce qu'il est paramétrable? Est-ce qu'on peut changer le nom du fichier? Non, alors aujourd'hui, le nom de fichier reprend le libellé qu'on met ici. Donc, dans le nom du rapport, on reprend le libellé. Effectivement, je ne l'ai pas mis dans la roadmap, mais là, très prochainement, il va y avoir la possibilité d'ajouter un timestamp de génération, ce qui permettra d'avoir plusieurs fois le même nom de fichier dans un répertoire, par exemple, si jamais on a un export régulier.